Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. C'est avec ses deux enfants que Kadi a fui, comme beaucoup d'autres, le village de Tilwa lorsque les militaires nigériens qui y étaient en poste ont décidé de se replier plus au sud après les attaques d'Inates et de Chinegoder. Tilwa était le premier refuge des habitants de Inzouet, le village de Kadi, où les terroristes ont exécuté plusieurs personnes. Ils nous ont donné un délai de 24 heures pour quitter le village après avoir exécuté un homme. Nous avions alors fui les mains vides pour rejoindre Tilwa. Là-bas, après le départ des militaires, nous avions aussi quitté parce que nous craignions pour nos vies. Les premières vagues de ces populations fuyant les localités frontalières du Mali sont arrivées à Walam le 14 janvier dernier. Il s'agit de 122 ménages, soit 464 personnes, composées en majorité de femmes et d'enfants qui ont été installés d'abord dans l'enceinte de la maison des jeunes avant que le HCR ne leur aménage cet espace à la périphérie. Bien sûr, pour ceux qui sont fraîchement déplacés, il faut apporter de l'aide humanitaire. Ça, c'est clair, parce que les gens qui se déplacent ont toujours des besoins urgents. Mais il faut que rapidement, même dans la phase humanitaire, on pense à long terme. Donc c'est là où je salue un modèle important dans cette région. Et je suis content de commencer, d'entamer ma tournée par ce village, par cette ville, parce que ça m'inspire à encourager d'autres populations dans d'autres parties de la région sahélienne à suivre cet exemple de cohésion, d'intégration et de solidarité. Selon les acteurs humanitaires, ces mouvements de population qui continuent pourraient prendre de l'ampleur dans les prochains jours. La psychose grandissante des attaques et des violences perpétrées par les éléments des groupes terroristes va inciter beaucoup de personnes à se déplacer pour trouver refuge dans des endroits plus sécurisés. Abdelrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. L'attaque principale a eu lieu mardi soir à Mazingi, un village situé à 20 km au nord-ouest d'Oïcha. Grâce à Dieu, certains ont pu s'échapper. D'autres ont été décapités. Je ne connais pas le nombre exact de victimes, mais il y en a eu beaucoup. J'ai vu certains qui respiraient encore et nous les avons récupérés. 2 personnes atteintes de fractures du crâne causées par des machettes ont été admises à l'hôpital d'Oïcha. Ils ont survécu à l'attaque brutale dans leur village qui a fait de nombreux morts. Oui, notre malade a multiples plaies sur la tête, qui sont des plaies par machette, sont des plaies translucientes. Il y en a des plaies qui sont plus profondes, qui atteignent même l'os. Ce sont des types de blessures que nous qu'on a reçues plusieurs fois ici, chaque fois qu'il y a carnage dans la région, aux alentours de la cité. Selon un bilan établi par une organisation de la société civile, près de 265 personnes ont été tuées dans la région de Béni depuis que l'armée a commencé une répression contre un groupe armé, les Forces démocratiques alliées ADF, le 30 octobre. Selon des experts, les massacres semblent être une tactique de l'ADF pour effrayer la population. La vague de violence en RDC est devenue un défi majeur pour le président Félix Tshisekedi. Dans son premier discours sur l'état de la nation au Congrès, il a annoncé des changements dans le commandement de l'armée à Béni et l'envoi de 22 000 soldats dans la région. Devant le Capitole, des manifestants réclament plus d'informations. Certains Américains veulent que des nouvelles preuves soient admises dans ce procès historique et de même que de nouveaux témoignages, dont celui de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale. Quelques rares sénateurs républicains sont favorables à cette démarche. John Bolton, par exemple, peut nous dire précisément quand la décision a été prise sur l'aide à l'Ukraine et quelle était l'idée du président à ce moment-là. Ce sont des questions sur lesquelles nous n'avons vu aucune preuve à ce stade et j'aimerais obtenir des réponses. Mais on ne sait toujours pas s'il y aura assez de soutien républicain en faveur des témoins pendant le vote qui aura probablement lieu ce vendredi. Je n'ai vraiment aucune idée sur comment les votes vont se dérouler.
Les démocrates estiment quant à eux que l'administration des témoins garantira un procès équitable. Avant un vote sur la condamnation ou l'acquittement, il va y avoir un vote pour savoir s'il s'agit d'un procès ou d'une parodie de justice. La phase de questions s'est transformée en débat sur les témoins. Y a-t-il moyen pour le Sénat de rendre un verdict dans cette affaire sans entendre le témoignage de Bolton, Mulvaney et d'autres témoins oculaires, ou sans voir les preuves pertinentes? La réponse à cette courte question est non. Il n'y a aucun moyen d'avoir un procès équitable sans témoin. Dans tous les cas, chaque parti a eu l'occasion d'affiner ses arguments. Si un président fait quelque chose qui, selon lui, l'aiderait à se faire élire dans l'intérêt public, cela ne peut pas être une sorte de contrepartie aboutissant à la destitution. L'accusation n'est pas de cet avis. Si vous regardez la conduite de ce président et ses paroles, ce que vous voyez, c'est un président qui s'identifie à l'État. Les sénateurs ont 8 heures de plus pour les questions ce jeudi. Celles-ci seront suivies par la très importante décision sur les témoins d'ici la fin de la semaine. La nouvelle réunion de l'OMS intervient alors que le nombre de patients contaminés a grimpé à près de 8000 en Chine, ce qui dépasse désormais largement celui de personnes infectées par le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003. Le monde entier doit être en alerte maintenant. Le monde entier doit agir et être prêt à tout cas qui vient soit de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres qui s'établiront. Si la majorité des contaminations a eu lieu en Chine, une quinzaine de pays sont également touchés. Les Émirats arabes unis ont fait état du premier cas avéré au Moyen-Orient. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon et au Vietnam. Si la maladie gagne un pays avec un système de santé défaillant, cela pourrait être problématique. La métropole chinoise de Wuhan, d'où est partie cette épidémie de pneumonie virale, est coupée du monde depuis une semaine, comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei. Quelques 56 millions d'habitants sont interdits de quitter la région. Ce médecin français refuse de céder à la panique et se fait un devoir de rester en Chine. Oui, ce n'est pas un acte héroïque, c'est un acte réfléchi, donc c'est mon travail, c'est mon métier. Je respecte les consignes de sécurité et je pense que je serai beaucoup plus utile ici qu'en France. Les États-Unis et le Japon ont évacué une partie de leurs ressortissants. Un deuxième avion américain est attendu dans les prochains jours. D'autres pays étrangers planifient également des rapatriements. Quant à la Russie, elle va fermer sa frontière avec la Chine demain. De nombreuses entreprises et usines chinoises resteront fermées jusqu'au 9 février au moins, alors que le Fonds monétaire international indique que l'impact sur l'économie mondiale dépendra notamment de la durée de l'épidémie. C'est une structure de référence dans le secteur de la santé au Sud Kivu qui est aujourd'hui par terre. Selon des témoins, c'est vers 1h du matin que le Bedom a pris feu. Malgré les premiers secours à l'interne au moyen d'extincteurs maison, le brasier s'est étendu à grande vitesse, détruisant systématiquement tout sur son passage. L'étendue de perte est vraiment énorme parce que nous venons de perdre pratiquement tous les bâtiments administratifs. Comme vous l'avez remarqué, nous venons de perdre également tous les stocks des matières premières pour la fabrication des différents médicaments que nous mettons à la portée des différentes populations dans la province. Ce que nous déplorons le plus, c'est que toutes les organisations qu'on a pu contacter, la mairie, la MONUSCO, ils n'ont pas été à mesure de nous venir en aide. Nous en appelons au gouvernement congolais, les organisations internationales œuvrant en RDC ou même en dehors qui puissent venir nous assister parce que c'est un drame. Nous sommes sur 34 zones de santé dans la province du Sud Kivu. Et donc, si on nous laissait dans cette situation, la population va beaucoup souffrir. La désolation est perceptible. Les agents, le voisin, chacun tente de se rendre utile pour limiter l'étendue des dégâts, car depuis plus de 40 ans, le Bedom est au service de la population. J'ai été directement choquée, je m'y attendais pas. Ma mère a travaillé au Bedom pendant plus de 10 ans. Directement, la seule pensée qui m'est venue comme ça, c'est que vont devenir les employés du Bedom.
Où est-ce que nous allons encore nous procurer tous ces médicaments, tous les produits alimentaires? Autre inquiétude, c'est qu'avec cet incident, les prix de certains médicaments risquent de prendre de l'ascenseur. Cette perte ici va faire à ce qu'il y aura un coût sur certains produits des premiers nécessiteux, notamment des perfusions, notamment des pommades pour des bébés, des vaselines qui sont produits. Nous, on voit aussi certains réactifs qui sont produits au niveau du BEDOM. Tout ça, ça va faire à ce que les bénéficiaires, le premier bénéficiaire qui sont des malades, vont se voir être dépendants vis-à-vis de l'extérieur. Pourtant, on avait une production au niveau local. Plus de 9 heures après l'incendie, enfin, un camion-citerne d'un particulier suivi d'un tank de la Monisco viennent aider à éteindre ce feu qui a déjà presque tout emporté. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la famille Bryant a publiquement réagi pour la première fois à la disparition de Kobe et Diana. Vanessa Bryant, épouse du défunt, a fait son premier commentaire public depuis l'accident d'hélicoptère qui a tué son mari, une de leurs filles et 7 autres personnes. Remerciant les gens pour l'effusion mondiale de soutien depuis la tragédie, elle a aussi annoncé la création d'un fonds pour soutenir les autres familles touchées par l'accident. Nani Talani. La veuve de Kobe Bryant s'est dite anéantie par la mort de son époux 3 jours après l'accident d'hélicoptère fatal à la légende des Lakers, sa fille et 7 autres personnes. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adoré, Kobe, le magnifique père de nos enfants, et ma belle et douce Jana, une fille intelligente et merveilleuse. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche et nous partageons intimement leur chagrin. Les Bryant auraient fêté leur 19e anniversaire de mariage en avril. Ils ont eu 4 filles, dont Diana, 13 ans, qui est morte dans l'accident. Je suis rassurée de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu'ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. J'aimerais qu'ils soient ici avec nous pour toujours. Ils ont été nos belles bénédictions, enlevées trop tôt à notre affection. C'est la première déclaration de la famille Bryant depuis l'accident. Il n'y a pas eu d'annonce sur les plans funéraires ou commémoratifs pour Kobe et Diana Bryant. Vanessa a demandé le respect de la vie privée de sa famille. Cette disparition du basketteur américain Kobe Bryant, sa fille et 7 autres personnes a aussi choqué l'Afrique où beaucoup aiment l'homme et le joueur. La VOA s'est entretenue avec des fans au Kenya et un officiel de basketball en Côte d'Ivoire au sujet de la mort soudaine de la star de la NBA. Suivez. Bien que Kobe Bryant se soit fait un nom en jouant au basketball aux États-Unis, où il a passé sa carrière avec les Los Angeles Lakers, il était une icône mondiale. La mort de Bryant dans un accident d'hélicoptère a résonné dans le monde entier, en particulier en Afrique où il a contribué à accroître la popularité de la balle au panier. Un véritable choc pour tout le monde du basket, parce que Kobe Bryant, de par d'abord sa valeur, c'est une légende du basketball mondial. Mais en plus, son amabilité, sa gentillesse, qui était connue dans le milieu du basket africain, et de la FIBA également. Imaginez combien c'est difficile pour tout ce monde du basket. Bryant était une icône du basketball pour les jeunes Africains. La popularité de la discipline sur le continent s'est accrue au cours des 2 dernières décennies. En 2010, alors qu'il assistait à la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, Bryant a visité le canton de Soweto. Avec les jeunes, il a parlé de son amour pour le foot et de la façon dont le sport peut aider à sortir les athlètes de la pauvreté. L'impact de sa mort est profond pour les fans et les joueurs. Avec Kobe, j'ai eu l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille, parce que c'est grâce à lui que je joue au basket. Il avait sa propre équipe et il faisait des changements dans ce monde. Comment quelqu'un comme lui peut-il mourir? C'est vraiment mauvais et tragique, mais la mort ne choisit personne et donc nous célébrons les petites choses qu'il a faites pour nous. Pour beaucoup, accepter la perte de Kobe Bryant prendra plus de temps. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.